Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Ce rapide, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, je suis arrivé, le courant, il m'a complètement déporté. Mais je suis jamais resté aussi zen que pour ce passage. C'est que j'avais l'impression d'être un peu un robot tellement je l'avais visionné plein de fois. Comment expliquer la folie ? Vous prenez mon invité du jour et vous comprendrez. Faire du canoë, non, c'était pas suffisant. Faire du kayak, c'est toujours pas suffisant. Le faire de manière extrême et freestyle, là on parle. Plus sérieusement, je sais que je serais totalement incapable de me lancer dans les rapides comme il le fait, mais tant mieux parce qu'on me le demande pas. Et aujourd'hui, on va essayer, lui et moi, d'emmener toi, auditeur, auditrice, dans ce sport hors du commun. Tom Dolé, il est double champion du monde de kayak freestyle et il est avec nous dans Tribune et Podium. Bonjour Tom. Bonjour Solène. Pour commencer, je vais avoir besoin que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Oula. J'ai 24 ans. C'est toujours la question la plus difficile. J'aime bien tout ce qui est, on va dire, photographie, drone, caméra. Et du coup, ça va être plus facile maintenant. Est-ce que tu peux me parler de ton sport, me le présenter en une phrase ? Alors, moi, je fais du kayak freestyle. Donc, c'est faire des figures dans un spot. Et je fais également du kayak extrême, où là, c'est plutôt de la découverte et faire des cascades, faire des rapides, etc. Alors, avant de te demander comment tu as découvert le freestyle et l'extrême, etc., comment est-ce que tu es tombé dans le kayak petit ? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui se faisait autour de chez toi ? Il y avait un club ? Parce que tu as grandi en région lyonnaise, si je me trompe pas, je vois pas forcément de club de kayak comme ça, tu vois. Exactement. En fait, moi, j'ai grandi en région lyonnaise. C'est vrai que c'est un peu loin des montagnes, mais bon, quand même un peu proche du kayak parce que mon père, il avait un magasin de kayak et toute ma famille était dans le milieu du kayak. Et en fait, j'ai commencé le kayak en Savoie, Ok. à La Plagne, dans la vallée. J'ai fait mes premiers stages au club de La Plagne. Comment tu vivais le fait de devoir te déplacer assez loin pour faire ton sport ? Alors, la Plagne, c'est pas non plus à 4 heures de route, mais c'est quand même pas à 20 minutes de chez toi, quoi. Ouais, exactement. En fait, j'avais ma grand-mère, elle est de là-bas. Donc, en fait, chaque vacances scolaires, j'allais chez la mamie et puis on partait en kayak, quoi. Et le reste du temps, après, moi, j'ai toujours fait plein de sports. Mais bon, le week-end, on partait quand même faire du kayak avec mes parents et tout ça. Enfin, Tu te souviens de ta première compète, de ce que tu as ressenti ouais, bien sûr, c'était à Millau, au Natural Games. T'avais quel âge ? Je devais avoir 10 ans. J'étais tout heureux, surtout de voir tous les grands là faire la compète, la vraie compète. Et moi, je faisais la compète kids. Et c'était super sympa. Donc, c'était les compétitions qu'on connaît où il y a les passages dans les portes. Il n'y avait pas de freestyle encore à ce moment-là. Si, c'était Ok. directement freestyle, ouais. Comment tu découvres le freestyle ? Vu que mon père il avait un magasin de kayak, son employé était assez bon en freestyle. Et donc, du coup, ça a été une évidence, on va dire, qu'il m'achète un bateau de freestyle directement. C'est des embarcations qui sont complètement différentes, en fait. C'est que le freestyle, c'est un bateau tout petit, et moi, j'étais tout petit aussi. Et du coup, en slalom, c'est des bateaux vachement plus longs, vachement plus durs à diriger. Et donc, ouais, c'était plus facile pour moi de commencer en freestyle parce que j'avais un bateau adapté à ma taille, quoi. Quand toi, tu grandis là-dedans, donc c'était presque une évidence de faire du kayak. Mais quand on fait un sport qui est peu médiatisé, qui est peu connu, où on ne connaît pas forcément les grandes têtes d'affiche, est-ce que ça t'arrive quand même rapidement de rêver grand pour ce sport et de te dire je vais en faire mon travail, je vais devenir sportif professionnel ? Et effectivement, c'est pas facile de devenir pro. Et moi-même, je le suis pas. Mais après, quand on voit toutes les idoles à côté qui arrivent, je pense qu'on voit que ça, ouais. Et c'était quel nom qui te faisait rêver ? Eh bien, je pense que le plus gros, c'était Dane Jackson, un Américain vraiment très chaud, quoi. Ouais, et tu l'as découvert sur des compètes ou ? Alors, je l'ai d'abord découvert sur YouTube. Ok. Et après, ouais, effectivement, j'ai
je l'ai découvert en compétition et on a fait pas mal de trips ensemble. Enfin, maintenant, c'est un pote, quoi. Donc, on voyage ensemble, etc. T'as un peu un discours comme les skieurs freestyle qu'on rêvait avec Candide Tovex, par exemple, de La Plagne, et qui l'ont découvert en vidéo et qui après ont été ridés avec lui. Donc, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, c'est un peu ça. Au début, c'est une idole et puis après, tu te rapproches de plus en plus de lui et puis après, bah, tu finis par faire des trips avec lui et voilà. Et quoi. maintenant, plus tranquille. Ouais. Comment t'intègres l'équipe de France? Ça arrive en 2016, donc c'était quand même il y a quelques années. Comment t'es repéré? Enfin, c'est sur tes résultats en compétition? En 2016, c'était pas vraiment. Enfin, je connaissais déjà l'équipe de France parce que vu que j'ai progressé assez rapidement, déjà avant même d'être assez âgé pour rentrer en équipe, et ben l'équipe de France, ils me prenaient avec eux. Donc par exemple, en 2015, je suis parti au Canada Donc t'allais avec en toute stage et l'équipe de tout. France. Et ils me prenaient avec eux, j'allais m'entraîner avec eux, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont pris tôt, qui m'ont pris sous leur aile rapidement, quoi. Est-ce que tu as des spots en France ou en Europe qui sont tes spots un peu privilégiés depuis que t'es tout petit, où t'aimes bien aller là-bas, tu sais que ça va être des bonnes compètes? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, en bon spot en France, il y a la vague à Lyon qui fonctionne quand il y a des grosses crues. Ça s'appelle Hawaï-sur-Rhône. Et là, c'est vraiment une vague hyper cool. Et puis après, en événement, on va avoir les Natural Games qui sont à Millau. C'est un festival de musique et de sport outdoor avec plein de sports que le kayak. Et c'est toujours des moments vraiment cool. Qu'est-ce que t'aimes? C'est retrouver les autres athlètes? C'est avoir du public? C'est l'ambiance musicale? Enfin... Ouais, carrément, bah, c'est un peu un tout, quoi. Tu vois plein d'autres riders comme toi. T'as tous tes potes du kayak. C'est vraiment un show avec plein de monde et l'objectif, c'est de faire du spectacle, quoi. T'as l'impression de jongler un peu justement entre spectacle et sport extrême, sport de haut niveau? Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'en championnat du monde et tout ça, c'est vraiment la performance pure. On a moins ce côté show. Mais par contre, il y a quand même pas mal d'événements qui sont tournés autour de tout ça, quoi. L'événement marquant, pour moi, ça a été descendre la cascade Salto Puma, qui est une chute au Chili, qui fait un peu plus de 33 mètres. Et elle a été marquante parce que, en fait, il y a vraiment eu deux phases. Il y a eu la première phase en 2019 où je suis allé au Chili pendant 4 mois pour m'entraîner pour cette chute. Et au final, le jour J, j'y ai renoncé parce que je le sentais pas. Pourtant, ça faisait 3 semaines qu'on était sur le spot, qu'on attendait les bons niveaux, etc., qu'on avait tout préparé. Mais le jour J, je le sentais pas du tout. T'étais tétanisé ou c'était juste un ressenti plus extérieur que toi-même qui avais peur? Ouais, en fait, j'étais plutôt confiant sur la partie chute parce que j'ai des bons réflexes en chute ou j'ai une bonne technique. Mais par contre, il y avait un rapide juste avant qui me faisait ultra peur parce que ça faisait des marmites. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est des mouvements qui sont un peu imprévisibles. Et sauf que ce mouvement d'eau, c'était rien. Mais quand c'est juste au-dessus d'une chute de 35 mètres, ben, ça fait hyper peur. Oui, parce que tu sais pas comment tu vas arriver sur la chute. C'est ça. Sauf que la chute, t'as 1 mètre pour passer. Et si t'es trop à gauche, tu finis dans un caillou. Si t'es trop à droite, tu finis en vrac. C'est vraiment pas top. Donc, du coup, il y a vraiment eu cette première phase en 2019 où j'ai renoncé parce que sûrement pas assez de confiance, peut-être trop immature encore. Et donc, dans les années après, j'ai tout fait pour m'améliorer sur mes faiblesses, on va dire. C'était cette chute que tu avais en tête c'est ça. plus que tout? Ouais, carrément. Carrément, c'est une chute qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai tout mis en œuvre pour la refaire. Et c'est en 2024, en janvier 2024, que j'ai pu la faire. J'avais déjà un peu plus préparé le coup. J'avais pris des années d'expérience aussi. Et donc, voilà. Et donc là, pareil, tu y retournes plusieurs mois avant pour reprendre le pouls un peu, savoir s'il y a assez d'eau aussi. Genre, je sais pas si c'est une question, une problématique, mais... Alors, on savait qu'il y avait du fond parce que la chute, elle n'a pas changé. Elle est toujours comme ça. Il n'y a pas eu de cailloux qui sont tombés ou quoi que ce soit. Donc, on savait qu'il y avait du fond. Mais par contre, quand j'y suis allé, il y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, du coup, il y a moins de courant et les impacts, l'eau, elle est moins émulsionnée à l'arrivée. Et donc, l'impact est vachement plus grand, quoi.
Et en Oui, fait, c'est toujours mieux quand l'eau, il y a du remous en bas, ouais, ça c'est ça. évite de faire l'effet béton, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut faire peur le remous, mais il en faut assez quand même, Mm. quoi. Et donc là, c'était plutôt le problème de la deuxième fois, mais j'ai estimé qu'il y avait assez. Et donc voilà, c'était le moment pour le faire, quoi. Et donc, quand tu t'élances d'abord sur le rapide, parce que avant d'arriver sur la chute, il y a le rapide, Mm. qu'est-ce que tu te dis? Et alors, c'est marrant parce que du coup, ce rapide, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, je suis arrivé, le courant, il m'a complètement déporté, mais je suis jamais resté aussi zen que pour ce passage. C'est que j'avais l'impression d'être un peu un robot tellement je l'avais visionné plein de fois que bah au final c'est bien passé. Puis arrivé au-dessus de la chute, après, en fait, une fois ce rapide passé, je savais qu'après c'était que du pur plaisir, quoi. Et quand tu arrives au-dessus de la chute, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la mission une fois que tu es en haut? Parce que bah, évidemment, tu tombes, Mm. mais j'imagine que tu te laisses pas juste tomber, quoi. Voilà, en fait, l'objectif sur les grosses chutes, c'est d'avoir le bateau le plus à la verticale possible pour avoir le moins d'impact. Si on atterrit à plat, eh bien, en fait, on va se faire arrêter à l'arrivée. Donc après, là, ça peut être vraiment grave. On peut avoir enfin, voilà, le dos, un Mm. tassement, etc. Et à 35 mètres, en général, ça pardonne pas trop, quoi. Donc du coup, l'objectif, c'est quand même En fait, peu importe la hauteur de la chute, les 10 premiers mètres, c'est toujours le temps où on va positionner son kayak. Donc on va aller trouver l'angle. Et après, après 10 mètres à la fin, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire qu'une chute de 15 mètres, bah, les 10 premiers mètres, tu mets ton angle. Mm. Et ensuite, tu attends 5 mètres avant de tout grouper. Si tu Ah oui. groupes trop tôt, et ben en fait ton kayak il va continuer de tourner. Et voilà, alors du coup, sur une chute de 35 mètres, ben en fait, tu as 10 mètres où tu mets ton angle. Et après, tu as beaucoup de temps où tu dois attendre sans rien faire, sans rien faire. Et à la toute dernière seconde, enfin, même pas seconde, c'est tout Ouais, tout dernier 10 mètres. fermé. Là, tu regroupes, tu contractes et puis voilà. Oh, wow. Ouais. T'as jamais eu peur? Ah si, tout le temps. Tout le monde me pose cette question, mais bien sûr que si, qu'on a peur. Enfin, c'est aussi ça qui fait que c'est aussi gratifiant après. La peur, c'est une chose et on l'enlèvera jamais. Maintenant, c'est comment contrôler la peur pour pas qu'elle prenne le dessus. Et comment t'as géré justement pour cette Mhm, chute-là où du coup il y avait déjà cette première fois où mhm. t'y avais pas été. Peut-être qu'il y avait moins d'appréhension parce qu'il y avait plus d'expérience, mais j'imagine elle était quand même là. Ouais, bien sûr, je pense que la deuxième fois, j'avais plus accepté le risque. C'est-à-dire que quand j'étais en haut, bah, je sais pas si j'étais serein, mais en tout cas, j'avais ouais, accepté le fait qu'il pouvait se passer quelque chose. Et puis à partir du moment où je suis parti, j'étais vraiment comme un robot avec enfin, ouais, un focus, même sans réfléchir, juste à l'instinct. Et le fait que je l'avais visionné Mm. plein de fois pendant 5 ans. Et au final, ça sort automatiquement, quoi. Et quand tu ressors de l'eau, le kayak, la tête de l'eau, tout, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah après, une fois que c'est fait, en général, t'as un petit moment où tu essaies de bouger pour voir si t'es OK. S'il y a rien de cassé. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois tous tes potes et là, c'est le plus beau jour de ta vie, quoi. Il y avait du monde qui est pour te voir t'encourager. Ouais, ouais, j'avais pas mal enfin, mon meilleur pote qui était à l'arrivée, qui faisait la sécu en fait, parce que du coup, quand on se lance dans des trucs comme ça, on a toujours un peu de sécu. On a des gars qui sont là pour attendre en bas en cas de problème, etc. Prêts à nous remonter au final. Mhm. Et donc ouais, c'était quand j'ai vu mon pote là dans son kayak, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Est-ce que rapidement tu te dis bon bah maintenant que j'ai fait celle-ci, je vais aller en chercher encore d'autres, des plus extrêmes, des plus grandes, Moi, perso, je suis pas à la recherche de la plus grande cascade. Je fais que les chutes qui me tiennent à cœur parce que j'ai envie que ça reste un projet bien préparé. J'ai pas envie d'aller sauter des cascades dans tous les sens, Mhm. n'importe comment. Je choisis vraiment celle que j'ai envie de faire parce que le risque est tellement gros que je préfère en faire moins mais mieux préparé, quoi. Pourquoi celle-ci elle avait une importance à tes yeux particulièrement? Bah, parce que j'adore le Chili et que j'y suis allé pas mal de fois et que j'avais vu cette chute beaucoup de fois. C'est pas une chute super facile et c'est ça aussi qui faisait que j'avais envie de la faire. Il y avait peu de monde qui l'avait fait en 2019 et donc ouais, pour moi, c'était une belle chute sur mon programme, quoi. Qu'est-ce que ça change pour toi pour la suite de ta carrière, enfin en termes d'extrême,
Bon, là, on était moins sur du freestyle, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça a changé pas grand-chose, hein. Le lundi matin, on se relève à la même heure que Tous la les os semaine bien en d'avant. place. Ouais, c'est ça. Alors, la frustration, ça me rappelle en 2019, pour mes premiers championnats du monde en senior. Moi, je fais à la fois du canoë et du kayak. Donc, le canoë, c'est sur les genoux avec une pagaie simple, avec une pale. Et le kayak, c'est sur les fesses avec une pagaie double. Et Ça donc, se voit que tu as l'habitude de l'expliquer, la différence. Et oui. Et donc, en fait, c'était la première fois que je faisais du canoë en compète inter, il me semble. Et j'ai gagné les championnats du monde. Du coup, c'était super. Et après, je faisais le kayak. Donc, en fait, on est vraiment peu à faire les deux disciplines. Ouais. Et à ce moment-là, on était 3. Il y avait Dane Jackson, un autre Français, Sébastien Nevred et moi. Donc, moi, j'avais gagné le canoë et il me restait le kayak. Ça, c'était mes premiers championnats du monde en senior. Et j'ai fini 4e. Donc, j'étais en finale et j'ai fini 4e. Et vu que je suis un éternel insatisfait, et ben, c'était un peu le pire jour de ma vie alors que j'avais gagné genre la veille, voire même si c'était le matin. Ça, c'est une compète qui m'a vraiment frustré parce que je voulais vraiment faire le doublé à tout prix, comme mon idole, Dane Jackson, qui l'avait fait. Et du coup, ouais, encore jeune, je pense. Et ouais, très frustré de cette compète parce que j'en voulais toujours plus. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que le résultat était à la hauteur de comment tu te sentais le jour J, ou justement, en plus de cette frustration, se rajoute de te dire, bah en fait, j'ai pas donné ce que j'avais, je pouvais encore en mettre plus et je l'ai pas fait, ou juste t'as donné ton max et c'est ça le résultat? Je pense que j'aurais pu en faire plus. C'est sûr. Après, c'était déjà pas mal en réalité, mais j'aurais pu en faire un peu plus. Ouais. J'aurais pu finir deuxième. La deuxième place, ça a été pas très loin. Okay. Mais en étant réaliste, pas la première. Ouais, la première, ça a été vraiment chaud. Ouais. Ça atténue pas la frustration, mais. Ouais. Non, mais maintenant, je l'ai accepté. Mais sur le coup, ouais, c'était assez dur, vraiment dur. C'est toujours un objectif, ce doublé? Ouais, carrément. Toujours un objectif. Ben là, dans 2 semaines, on a les mondiaux et donc on va essayer de. De canoë et de kayak. Ok. Donc ça, c'est la prochaine grosse échéance. Exactement. L'admiration. Du coup, j'ai commencé le kayak à 9 ans et très peu de temps après, 3 semaines après, il y a les champions du monde en titre qui sont venus chez moi. Enfin, pas pour moi, mais pour mon père surtout, vu qu'il avait le magasin de kayak. Et donc ça, c'était des Américains. Et moi, j'ai capté rien du tout, parce que je parlais pas anglais. Mais du coup, ouais, là, je pense que c'est un moment où j'ai beaucoup admiré, parce que c'est ça qui a été un peu le déclic, on va dire, dans la suite de ma carrière, de vouloir être comme eux, entre guillemets, quoi. Parce que du coup, quand ils arrivent et que toi, tu les regardes... qui m'ont déposé à l'école le lendemain matin, et qu'ils allaient ramer. Tu réalisais sûrement pas qui ils étaient, mais t'avais déjà vu des vidéos d'eux, etc. Ouais. pour être un peu admiratif? Ouais, non, c'était déjà des idoles, carrément. Et ouais, j'étais vraiment admiratif. Ils m'ont emmené à l'école le matin, avant d'aller ramer. Tu disais là, dans les prochaines échéances que tu as, donc tu as les mondiaux dans 15 jours. Entre l'extrême et la chute du coup de cascade et le freestyle, est-ce que c'est des entraînements complémentaires? Comment tu te prépares en fait à tout ça? C'est vraiment 2 disciplines complémentaires. En fait, le freestyle, ça aide pour... il faut vraiment s'adapter. Et je pense que c'est aussi ma force en kayak extrême, c'est que en fait, même si le plan initial il va pas, et en fait, faut toujours être capable de pouvoir s'adapter parce qu'en général, le chemin il est droit, mais il va jamais droit. Tu finis toujours par faire des virages, etc. Donc les deux sont complémentaires et j'ai besoin de ça parce que je pourrais pas faire l'un ou l'autre à plein temps, on va dire. Sur la partie extrême, en France, il y a des spots que tu as fait qui t'ont particulièrement marqué, ou justement où tu te dis celui-là j'aimerais bien le tenter. Ouais, carrément. Après en France, on a pas mal de rivières. On est chanceux d'avoir les Alpes où on a plein de sections de rivières.
notamment l'Isère, qui est vraiment cool. Il y a plein de sections qui sont super sympas. Après, il y a l'Ubaye aussi, dans les Hautes-Alpes. Il y a pas mal de sections, dont sur l'Ubaye, par exemple. Le Guil, qui sont super beaux. On a vraiment un beau terrain de jeu. T'as un autre projet en tête un peu similaire au Chili en ce moment, sur lequel tu travailles, ou pour l'instant on digère le Chili qui était il y a 1 an et demi et puis on voit après? Ouais, ben non, mais j'arriverai jamais à digérer le Chili. C'est que, moi, j'adore le Chili. J'y vais quasiment chaque hiver. Et là, je vais y retourner cet hiver. Je devais aller aussi au Pakistan normalement, mais là, ça paraît compliqué avec la situation actuelle. Donc, je pense que je vais aller en Inde, où là, il y a aussi des belles rivières à faire. Dans ta famille, tu dis ton père il avait un magasin de kayak, mais entre avoir un magasin de kayak et avoir un enfant qui se jette du haut d'une cascade ou qui fait du freestyle avec son kayak, il y a quand même un fossé. Eux, ils connaissaient quand même cette discipline. Enfin, ton père connaissait quand même cette discipline quand tu t'es lancé, vraiment au haut niveau, etc. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, vu qu'il avait un magasin de kayak et que son employé, c'était un des meilleurs Ouais. Français en freestyle, il savait dans quoi il s'embarquait. En tout cas, pour Et le il a pas freestyle. essayé de te freiner? Non, ça va, ils ont toujours été assez compréhensibles avec mes besoins et mes projets, on va dire. Bon, après, ma mère, je vais pas lui dire quand je vais sauter des chutes. Je lui envoie une photo après, mais en général, je lui dis pas avant. On va dire que le freestyle, il n'y a pas trop de risques, Ouais, forcément. C'est plutôt le kayak extrême, mais ils savent que je suis pas quelqu'un qui met ma vie en danger pour qui que ce soit, pour prouver enfin, n'importe quoi aux gens. Donc je fais ça pour moi. Après, c'est sûr qu'ils savent qu'il y a des risques, mais on fait tout pour les éviter au maximum, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte ces deux disciplines, toi, humainement parlant? Moi, ça me fait découvrir plein de nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Ça me fait voyager, voir aussi la misère dans le reste du monde, etc. Donc, je pense que le fait de voir tout ça assez jeune, peut-être que ça m'a fait grandir aussi assez vite. Les voyages, être indépendant et tout, enfin, c'est vraiment des moments incroyables et qui forgent la vie, quoi. Ouais, parce qu'en plus, toi, tu es un athlète de haut niveau, mais tu vas me dire si je me trompe, mais dans ta discipline, tu es peut-être moins accompagné que d'autres où on va tout leur prémâcher le travail, toutes les réservations dans leur vie. Ils gèrent jamais aucun billet d'avion ou ce genre de choses. Peut-être que toi, au contraire, tu es beaucoup plus indépendant sur ce côté-là et donc tu grandis plus vite, quoi. Ouais, carrément, c'est vrai que nous, on n'est pas du tout aidés par les fédérations, etc. Donc, en fait, on gère notre planning, on gère nos rivières, on gère tout, nous. Au niveau du freestyle, tu vois, je me posais la question en découvrant cette discipline. Je me disais, est-ce que au fond de toi, t'aimerais que y ait du public un peu plus, que ce soit un sport olympique, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on se dit quand on pratique cette discipline? Est-ce qu'on a envie de rêver encore plus grand ou on se satisfait de ce qu'on a? Moi, j'aimerais bien que ce soit olympique, carrément. J'aimerais bien que ce soit olympique parce que forcément, les disciplines, elles sont vachement plus aidées. En tout cas, partout dans le monde, à part aux États-Unis, on va dire. Dès que c'est olympique, il y a forcément tout de suite plus de budget, plus de présence médiatiquement parlant, plus de tout. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien. Surtout qu'en plus là, ils ont rajouté une épreuve cette année, c'était le kayak cross. Ouais, c'est Ça ça. peut ouvrir la porte de se dire, ils rajouteront encore une autre épreuve. Ouais, carrément. C'est sûr que le kayak cross, ça se rapproche vachement du freestyle. En fait, ça pas appartenait, mais ça faisait partie de la discipline freestyle à l'époque. À chaque compète de freestyle, on a un border cross, ça s'appelle. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu pourrais te dire, si ça arrive, j'arrête tout? Il y a un truc où tu t'es dit, là, ce sera ma limite, j'irai pas au-delà. Non, de toute façon, moi, je fais ça par passion et je kiffe le kayak. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtera. Après, c'est sûr qu'à un certain âge, je pense que j'arrêterai de faire des chutes, etc. Parce que j'aurais peut-être d'autres responsabilités à prendre. Mais non, je ferai toujours du kayak. C'est quoi la durabilité dans ton sport? Parce que là, tu as 24 ans, j'imagine que tu vas encore pouvoir durer une dizaine d'années, mais au bout d'un moment, peut-être que les os, ils vont se tasser un peu. Ouais, 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 c'est sûr. Je pense que de toute façon, déjà, les chutes, je pense qu'à un certain âge, ça commence à être un peu chaud, quoi. Je touche du bois parce que
parce que pour l'instant, j'ai pas eu de blessure. Mais après, en termes de compétition, on peut aller jusqu'à ouais, 30-35 ans. Après, voilà, moi, je pense que je ferai pas la compète jusqu'à mes 50 ans, mais j'en ferai le plus longtemps possible, tant que ça m'anime et que je kiffe ça, quoi. C'est quoi le plus gros échec que t'aies connu En 2023, c'était des championnats du monde en vague. Donc en fait, nous, on a deux types de spots. On a les petits spots qui s'appellent les rouleaux. Et en général, quand il y a un peu plus de débit, ça fait une vague. C'est un autre style de navigation. Et donc là, je faisais à la fois kayak et canoë. En canoë, en vague, j'étais vraiment pas mauvais. Et j'aurais pu faire une très très bonne place. Sauf que la vague, c'est toujours un peu imprédictible. Et en fait, je suis rentré dans la vague et il y a eu une bulle qui s'est formée et ça m'a immédiatement rejeté. Ce qui fait que, bah, en fait, j'ai fait 0 point. Ah ouais. Et du coup, j'ai été éliminé dès les qualifs. Ah ouais, même pas de passage en finale, Non. rien du tout. Même pas en demi-finale, je Merci d'être venu, quoi. Ouais. Toi, tu l'as dit au début, t'es pas sportif professionnel. Elle est où la limite entre être athlète de haut niveau et être athlète professionnel? Bah, de toute façon, pour moi, un athlète professionnel, c'est un athlète qui vit que de ça à plein temps. Pour moi, c'est pas le cas parce que du coup, en fait, j'ai un travail à mi-temps. Donc, je suis commercial chez Code Rousseau. On fait tout ce qui est fourniture pédagogique pour les auto-écoles. Donc, ça va du livre de code Ah oui, ok. au Oui, simulateur. bah, en effet, on a tous eu ça. Voilà, c'est ça. Et donc, je fais ça à mi-temps. Et en fait, j'ai un contrat un peu spécial, un contrat d'insertion professionnelle qui me permet d'être détaché après par le ministère pour m'entraîner 6 mois de l'année. Okay. Donc, c'est un contrat qui est plutôt bien pour les personnes comme moi qui aussi gardent un pied dans le milieu du travail. Est-ce que c'est un équilibre qui te convient ou parce que j'ai interrogé d'autres athlètes qui sont comme toi, qui ont à la fois un travail salarié et leur activité sportive, et certains, c'est ok, tu vois, ils veulent pas changer de vie, ça leur convient. Est-ce que toi, t'aimerais autre chose? Enfin oui, moi j'ai toujours rêvé de travailler dans le kayak et pour le kayak, à faire que ça de tout le temps. Après, c'est quand même bien aussi de surveiller les arrières et d'avoir un plan B quand tout ça ce sera fini. Donc c'est vrai que moi j'ai fait ce choix parce que dans tous les cas j'avais pas le choix. Et en même temps c'est pas plus mal parce que ça me garde un peu aussi les pieds sur terre. Puis voilà quoi, préparer la suite également. Au niveau calendrier. Donc, tu as dit dans 15 jours les mondiaux et après, il y a d'autres étapes? Ouais. Alors, cette année, on a les mondiaux du coup dans 2 semaines. Ensuite, la semaine d'après, on va avoir les Natural Games. Donc, c'est Millau, donc ça, le tu nous en as festival à parlé. Millau. Et ensuite, on va plus trop avoir de compète internationale en freestyle. Et donc, du coup, c'est là où je vais faire pas mal de kayak extrême. Et donc, je pars aux États-Unis fin août, début septembre pour aller faire des grosses rivières là-bas. Puis ensuite, l'Inde en novembre. Et puis ensuite, Zambézie, donc en Zambie ou au Chili pour la fin de l'année. Voilà, tout ça intercalé avec des petits stages pour les jeunes et des séjours aussi pour les adultes en kayak ou en packraft. Et justement, tu parles des stages pour les jeunes. J'ai vu que tu avais un site internet et que tu avais cet objectif-là de transmettre. T'as que 24 ans, donc je m'attendais, tu vois, à ce que tu sois un chouille plus âgé quand j'ai lu cette description-là. Et après, j'ai vu que non. C'est important pour toi de proposer ces stages à la fois aux jeunes, mais aussi aux adultes. Hein. J'ai vu que tu faisais aux deux. C'est quoi? C'est l'envie de faire découvrir ta discipline? Ouais, carrément. Après, les stages jeunes que je fais, ils sont déjà dans la discipline, mais c'est surtout de transmettre tout ce qu'on m'a appris moi, parce que, enfin voilà, moi quand j'étais tout petit, on me prenait alors que j'étais tout jeune, etc. Donc j'aime bien me dire que il faut quand même que je redonne un peu ce qu'on m'a donné, parce que, enfin voilà, les grands, ils étaient super cool avec moi, et donc je veux donner l'opportunité à d'autres jeunes de progresser autant que moi on m'a donné, quoi. Donc c'est super important. D'être aussi une image pour eux. Ouais, c'est ça. Et puis en général, il y a pas mal de jeunes qui idéalisent, enfin qui m'idéalisent. Mais moi, j'essaie toujours de garder ce contact de pote, parce que pour moi, enfin en fait, toutes mes idoles avec moi, c'était des potes. Et du coup,
Enfin, j'aime pas, même quand les jeunes ils viennent, ils te vous voient et tout, tu te dis ah, tranquille, tutoie-moi quoi, quand même. Ouais, mais tu sais, il y a des éléments impressionnants. Là, on discute et t'as un t-shirt équipe de France, enfin bleu, blanc, rouge quoi. Et je pense que des gosses de 8-10 ans, rien que ça, c'est waouh, il est membre de l'équipe de France quoi. Enfin, c'est des étoiles dans les yeux, même s'ils te connaissent pas particulièrement, rien que ça impressionne, tu vois. Quel est le plus grand apprentissage que toi, tu as eu dans ta carrière et que tu as justement envie de transmettre derrière? Je pense que c'est en voyant sûrement les familles, la famille Jackson, qu'il faut rien lâcher, que jusqu'à la dernière seconde, faut tout donner. J'aime pas voir des jeunes ou des moins jeunes qui s'arrêtent en plein milieu de leur run parce que la première moitié ça a pas marché et qui s'arrêtent alors que bah non en fait c'est jusqu'à la fin il faut se donner. Ouais, je pense qu'il faut dès qu'on a un projet, il faut aller jusqu'au bout quoi. Et ça sert à rien de commencer le projet si tu vas pas jusqu'au bout. Ouais, un peu de combativité quoi. Ce sera plus beau le résultat. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète, quelle que soit sa discipline, sa manière de pratiquer, etc., le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je pense que je choisirais un Ryan Williams. Ok. Parce que ouais, c'est des gars, c'est des machines. Si tu connais, il fait de la trottinette et du BMX et il fait toutes les compètes internationales type X Games ou ah ouais, ou sinon Mark McMorris en snowboard. J'aimerais, ouais, un rider comme ça là, ce serait trop cool. Tu vois, c'est marrant que tu parles des X Games parce que quand je me suis renseignée sur ta discipline, je me suis dit mais ils sont où les X Games pour eux? Parce que clairement ça coche toutes les cases quoi. Et ouais, carrément. Bah le truc c'est que il faut quand même une rivière quoi, avec un spot. C'est ça. Et enfin, dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Un autre athlète, Mathias Dandois. Ok, waouh. Donc si je me trompe pas, c'est du BMX? Exact. Allez. BMX flat. Eh ben, avec plaisir, on l'attend. Un grand merci pour ton témoignage et puis je mettrai en description tout ce dont on a parlé et surtout, je partagerai des vidéos parce que c'est surtout encore plus impressionnant quand on voit vraiment à quoi ressemble ta discipline. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!